3, 2. Merci Angélique, angélique.fr pour retrouver tous vos horoscopes, la matinale, suite et fin, avec un nouveau point sur l'actualité valdoisienne. Je dois accéder là aussi. Je me pousse, en gros, c'est ça. Ben c'est ça. Le flash, une nouvelle fois avec Agaï Podar. Et à Pontoise, les travaux nocturnes de la gare perturbent le sommeil des riverains. Les travaux qui visent à réhabiliter la passerelle et le bâtiment voyageur dans leur intégralité, ainsi qu'à rendre accessibles les quais aux personnes à mobilité réduite, se déroulent désormais la nuit ainsi que les week-ends. Les riverains de la gare de Pontoise auront le sommeil léger jusqu'à la fin de l'année. La SNCF annonce que ces perturbations nocturnes dureront jusqu'au 1er juillet. Elles reprendront ensuite de façon plus régulière le 29 juillet jusqu'à la fin octobre 2018. Le viaduc de l'A15 maintenant vers la création d'un comité de défense des usagers. Face aux grandes difficultés de circulation engendrées par les travaux sur le viaduc de Gennevilliers, la présidente du conseil départemental du Val d'Oise appelle à la création d'un comité de défense des riverains et des usagers de l'A15. Pour ce faire, Marie-Christine Cavecchi convie élus, entreprises, associations, riverains à une réunion constitutive de ce collectif mercredi prochain à l'hôtel du département à Cergy. Il est possible de vous inscrire à la réunion en contactant le mail communication@valdoise.fr. Un petit point art maintenant, comme un autre monde sera-t-il perçu par les archéologues du futur? Que restera-t-il de notre civilisation dans 2000 ans? Ce sont les questions posées avec justesse et humour dans une nouvelle exposition à Louvre intitulée Futur antérieur. L'exposition est un voyage étonnant en l'an 4003, un travail créé au départ par les équipes du musée romain de Lausanne-Vidi en Suisse, mais adapté par le musée valdoisien. Dans une scénographie noire et blanche ondulante, le visiteur est transporté au cœur d'une exposition archéologique du futur, dans lequel le XXIe siècle n'est plus qu'un passé lointain. Et vous le savez, aujourd'hui c'est la fête de la musique. Qu'y a-t-il à faire dans le Val d'Oise? Attention les yeux, la bonne entente de Pontoise vous en met plein la vue. Pour la fête de la musique, le bar-restaurant du centre-ville réputé pour proposer des soirées animées chaque 21 juin a concocté un programme visuel détonnant avec l'aide de l'association Unaccept Concilium. Un candidat de la dernière saison de The Voice se produira également dans le département. Rafi Artaud, le jeune prodige de 16 ans, finaliste du télécrochet de TF1, jouera à Saint-Prix dans le parc de la mairie à 19h. De nombreuses autres activités sont prévues dans tout le Val d'Oise. Merci Agaï Podar, très bonne matinée. La matinée se poursuit avec Florence Sœur dans un instant. Très bonne fête de la musique et puis n'oubliez pas les Bleus ce soir. France-Pérou en Russie pour cette Coupe du Monde. Allez, allez, allez. On espère quand même aller peut-être jusqu'au bout. On verra bien en tout cas, nous croisons les doigts et nous sommes du cœur avec notre équipe de France. Maintenant c'est Florence Sœur avec le bar de l'économie. Et voilà, c'est parti. Au revoir. À tout à l'heure, Christophe. À bientôt. C'est quoi votre parfum, Florence? Ah bon, Dites-moi tout. Non, Si, je si, sais pas, si. c'est un secret. Mais non, C'est un il est très exclusif fruité. de chez Dior qui tout s'appelle sent Gris bon. Montagne. D'accord. Bon, allez. Maintenant, tout le monde le sait. même ceux qui sont sur Facebook. Allez, on y va. On y va? Le bar de l'économie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Nous vous souhaitons, toute l'équipe d'IDFM vous souhaite une très belle fête de la musique. C'est l'occasion de sortir, de rencontrer ses amis, d'aller manger un petit truc, même avec ses voisins. Profitez-en, allez écouter tous ces artistes du Val d'Oise et on en a beaucoup. Alors vous pouvez nous écouter en FM, bien sûr, 98.0 par Internet ou en vidéo live via notre page Facebook. Aujourd'hui, nous allons évoquer la gestion d'une commune qui de rural passe au statut de ville urbaine, comme on dit, de plus de 10 000 habitants, de la place de l'agriculture en France et de la gestion de logements sociaux. Et pour cela, j'accueille tout de suite Jean-Marie Fossier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Louvre depuis 2012, conseiller communautaire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, délégué au schéma agricole, à la ruralité et au maintien des services publics. Et bien sûr, vous avez rejoint l'Union des maires du Val d'Oise, dont vous êtes
administrateur. Mais pas que ça, car dans la vie, vous êtes exploitant agricole, un céréalier, comme on dit, tourné sur le blé, le colza et le maïs, si je ne me trompe pas. Vous représentez aussi les agriculteurs dans différentes instances de la fédération agricole, notamment la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats et exploitants agricoles d'Île-de-France, mais aussi on vous retrouve à la Chambre d'agriculture, dans une association qui me semble intéressante, c'est Fredon. Le nom est amusant, Fredon Île-de-France, spécialisé dans la santé du végétal. Et puis aussi, on vous retrouve à Groupama, comme souvent les agriculteurs d'ailleurs. Nous attendons à vos côtés David Brexel, qui malheureusement est retenu dans les bouchons, ça ne vous étonne sans doute pas. Il est chargé des relations institutionnelles de Vilogia, une entreprise bailleur social du Val d'Oise, entre autres. Et avec lui, s'il arrive à temps, on pourra donc discuter du projet de loi de finances pour 2018, un peu de la loi Elan, et puis aussi de la signature de Vilogia, de la convention de partenariat entre l'État, le procureur de la République de Pontoise, cet accord exclusif pour les bailleurs sociaux et les communes qui veulent bien le signer. Avant de vous passer la parole, eh bien, comme d'habitude, l'info à retenir. Alors, 2 infos aujourd'hui. Eh bien, la République En Marche a dévoilé hier une formation en ligne ouverte à tous, un MOOC, comme on dit, Massive Open Online Courses, c'est-à-dire un cours, une formation en ligne ouverte à tous, c'est la traduction de ce MOOC anglais, mot anglais, dédié à l'alimentation. Alors ce nouvel outil est conçu pour former les citoyens sur les bonnes pratiques en matière d'alimentation avec 3 cours. Le premier qui sort aujourd'hui, un coup de fourchette pour la santé, le deuxième, le 27 juin, un coup de fourchette pour l'environnement, et le troisième, le 4 juillet, un coup de fourchette pour les agriculteurs. En réalité, il s'agit de faire apposer le nouveau logo Nutri-Score par les marques alimentaires sur la base de la demande des consommateurs via Internet. Le hashtag affiche ton Nutri-Score permettra aux internautes d'interpeller la marque de son choix sur Twitter pour qu'elle mette en place ce fameux nouveau logo dont vous avez peut-être entendu parler. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, le Nutri-Score, eh bien je vais tout vous dire. C'est un logo nutritionnel appelé aussi 5C rectangulaire de 5 lettres, soit 5 catégories, de A à E, c'est-à-dire de bon à E à éliminer, ou plutôt comprendre à éliminer, ou à limiter en tout cas, que les marques alimentaires devraient donc apposer. Chaque lettre est d'une couleur différente, allant du vert au rouge, et il fait partie de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable votée par l'Assemblée nationale. Seconde info du jour, eh bien, c'est le plan du mercredi, annoncé hier par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, pour les activités périscolaires de la maternelle au CM2. Donc, il s'agit de la signature d'une convention locale entre les villes et les institutions de type bibliothèques, musées, conservatoires, des associations sportives et culturelles pour offrir plus d'activités extrascolaires aux enfants pour les communes qui auront fait le choix de la semaine de 4 jours. On appelle ça des projets éducatifs territoriaux, un nouveau sigle PEDT. Alors le plan du mercredi prévoit d'abord une hausse de la subvention par la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, qui financerait 1 € par heure et par enfant, uniquement donc pour les communes qui auront choisi de signer cette nouvelle convention, le PEDT. Mais selon certains acteurs locaux, le soutien accru aux communes ne représente pas un effort financier substantiel, car les écoles passées à 4 jours perdent l'aide du fonds de soutien aux activités périscolaires. Ils craignent donc une addition plus élevée pour organiser ces activités de périscolaire. Toutes les villes, en plus, ne peuvent pas signer ce plan car elles n'ont pas de directeur de centre de loisirs, pas d'animateurs diplômés ou pas de locaux aux normes, donc des services trop coûteux pour des communes les plus petites ou les plus pauvres. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'adviendra-t-il des villes ayant basculé sur 4 jours qui ne choisiront pas le plan? Seront-elles toujours tenues de signer des PEDT pour recevoir des aides, ou bien certaines villes pourront-elles fonctionner sans projet périscolaire structuré? Une affaire donc à suivre à l'automne. Voilà, on va tout de suite faire notre première pause musicale. Je vous rappelle que nous partons en voyage dans le jazz pour toute la semaine. Et donc je vous propose Michael Bublé pour commencer. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Par contre, plusieurs titres, là, parce qu'il y a plein de titres qu'on avait déjà passés hier. Non, il y a celui-là qu'on a déjà passé.
vraiment exprès. Il y avait l'autre aussi. Non. Il y a Celui celui pour la de, batterie. le fils de Clint Eastwood, la Kyle Eastwood. Ouais. C'est exprès parce qu'on l'a pas bien entendu, on l'a passé même pas. Vous voulez le remettre du coup? Oui, c'est pour ça que je l'avais remis. Ah, Bruno. Je l'ai oublié. Bah oui, je t'avais oublié. Ça, c'est pas vu. Bonjour, messieurs. Eh ben c'est bien. Bonjour. Alors Bruno, c'est notre chroniqueur de chronique, il nous fait la cuisine le jeudi et surtout le sport, parce qu'en fait c'est un journaliste sportif de l'équipe, et donc il nous fait le débrief du sport tous les lundis. Tous les lundis. Et le jeudi, il anime une émission sport Aujourd'hui. vers 14h30. Ouais. Et pas aujourd'hui. Ça vous va si on finit par le fils de Clint Eastwood avec Kyle Eastwood? Ouais, pas comme hier. Faudra lui laisser un peu plus de temps, le pauvre. Ok. Mettez-le en 3 ou en 4. En 3. Alors, on rend l'antenne à 9h57. À 9h50, c'est les infos de Jérôme. Jérôme, c'est une stagiaire qui finit son stage vendredi. Donc moi, je les mets dans le bain tout de suite. Le premier jour, observation. Le deuxième jour, au micro. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc elle était un peu comme ça, mais ça va. Maintenant, elle finit son mois. Donc ça y est, maintenant. Et puis, on en a une autre qui démarre lundi. Et elle vient demain pour voir ce qu'elle va faire. Et puis... Après, donc, Jérôme, c'est Bruno pour... voilà. Et puis ensuite, si on a le temps, et je pense qu'on aura le temps, On y va? ce sera peut-être un mot de conclusion si vous voulez. On va se... Voilà, moi je vais gérer le temps. Quand vous voulez, Florence. Ça fait combien de temps là? Une 30 ans. C'était... Ah oui, Crazy Love. Crazy Love, Michael Bublé. Jérôme, vous avez été obligé de me chercher un verre d'eau. Parce que j'ai la gorge complètement... Je n'ai pas assez bu ce matin. C'est bon? C'était sur IDFM, vous l'avez reconnu évidemment, Michael Bublé avec Crazy Love. Alors Jean-Marie Fossier, vous êtes maire de Louvre depuis 2012. Louvre se situe en plaine de France, à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à 24 km au nord-est de Paris. Les communes limitrophes, c'est Puisé en France, Villeron, Chenevières-les-Louvres, Roissy en France bien sûr. Deux communes rurales, vous êtes en train de passer à l'urbanité. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, cette transformation de ville? Et puis seconde question, pourquoi vous êtes-vous présenté à un mandat pour devenir maire lorsque l'on se consacre à l'agriculture? Est-ce une tradition familiale puisque votre grand-père était maire de Louvre et votre père était également dans l'équipe municipale? Oui, absolument, c'est tout à fait vrai. Alors, pour répondre peut-être à votre première question, le changement d'une commune rurale jusqu'alors rurale vers une commune plus importante pose évidemment beaucoup de questions. D'abord, l'acceptabilité sociétale par les habitants de voir une croissance aussi importante, puisqu'on va en 15 ans doubler le nombre de logements et augmenter la population d'environ 8000 personnes. Vous parlez des 15 ans qui viennent de s'écouler ou des 15 ans à venir? Des 15 ans à venir. Le projet d'éco-quartier dans lequel s'est engagée la commune de Louvre avec la commune de Puisé en France, c'est la construction de 3400 logements entre 2017 où les premiers logements ont été livrés et puis la fin du programme qui est prévue vers 2032. Donc, qu'est-ce que ça change? Alors déjà, vous dites que déjà au niveau des administrés qui étaient là de longue date, ça leur pose un problème. Ils l'acceptent mal? Non, ils ne l'acceptent pas forcément mal, mais il faut qu'ils se mettent en situation de voir cette ville changer, même si la particularité, la chance de notre territoire, c'est de pouvoir quand même conserver de vastes espaces agricoles, puisque la commune de Louvre, c'est un peu plus de 1180 hectares et il restera à terme 750 hectares, ce qui veut dire qu'on gardera quand même cet aspect rural. Et c'est aussi un atout, c'est de permettre à la fois de pouvoir répondre à une demande de logement qui est évidente pour tout le monde, et notamment sur le secteur de l'Est du département, tout en continuant à assurer quand même aux personnes qui viendront s'installer à Louvre et à Puiseux de disposer d'un espace ouvert et donc de profiter encore des charmes du territoire rural.
la campagne, en fait, on va dire, de pouvoir respirer. Ce qu'on veut, c'est pouvoir respirer un air sain, d'être dans la campagne, de circuler plus fluidement. C'est ça qu'on aime lorsqu'on vient dans une commune. C'est pouvoir effectivement sortir de chez soi et puis au bout de quelques minutes d'être dans un espace ouvert. Voilà, dans un espace vert, ouvert. Absolument. Est-ce que, donc, vous parlez de la construction de logements. Quelle répartition? Ce sont des logements qui vont être à l'accession à la propriété ou de la location? Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, dès le départ du projet, qui remonte maintenant à un peu plus de 10 ans, il avait été dès le départ prévu la réalisation de 30% de logements sociaux et donc, par conséquent, de livrer 70% de logements en accession. Ces 30% de logements sociaux permettent progressivement d'atteindre un objectif lié aux obligations de la loi SRU de 25%, qui sont un nouvel objectif passé assez rapidement de 20 à 25% sous l'inspiration de Madame Duflot, qui d'ailleurs n'est pas sans poser de problème, parce que augmenter de 5% le nombre de logements sociaux en moins d'un an, puisque le dispositif s'est mis en place dès le 1er janvier de l'année suivant la décision. Tout ça n'est pas sans poser de difficultés, il n'est pas non plus sans poser de difficultés sur le plan budgétaire, puisque même en étant une ville vertueuse, en ayant 20% de logements sociaux, en ayant un effort volontariste de construction de près de 1000 logements sociaux sur le territoire, ça ne vous empêche pas d'être quand même prélevé au titre du prélèvement de solidarité, dans la mesure où nous n'atteignions pas encore l'objectif des 25%. Donc l'État vous taxe parce que vous n'atteignez pas encore ce chiffre? Oui, absolument, même si Monsieur le Préfet nous écrit en même temps pour nous féliciter de nos objectifs et de la tenue des objectifs triennaux, et en même temps nous fait part quand même de cette obligation de prélèvement au titre du prélèvement de solidarité. Alors, continuons un petit peu sur ce sujet que vous venez d'aborder, les logements sociaux. Vous dites que vous allez atteindre pratiquement 30% d'ici à quelques années. Comment va se faire? Qui fait les critères de sélection pour l'accession à ces logements? Parce que on voit qu'en Ile-de-France, on a quand même des gros soucis de transport. On y viendra peut-être à parler de ce sujet. On se demande comment les critères sont-ils attribués? Pourquoi les Valdoisiens, déjà, eux, ils estiment qu'ils n'ont pas assez accès à ces logements-là, qu'on les donne à d'autres personnes. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à mettre des critères du type « vous travaillez dans le Val d'Oise, vous avez le droit à un logement dans le Val d'Oise » ? Alors c'est un vaste sujet. D'abord, nous n'arriverons pas à 30% de logements sociaux d'ici à 2030. Puisque, comme je vous le disais, nous augmentons la population en construisant 70% de logements en accession, et étant aujourd'hui à un peu plus de 20%, par effet mécanique, il nous faudra plus de 10 ans pour atteindre le seuil des 25%. Sur l'attribution, c'est un dispositif qui est relativement compliqué, puisque les logements sociaux sont divisés en 3 contingents. Un premier contingent qui est l'Action Logement, 1% patronal pour les entreprises qui cotisent et qui bénéficient d'un droit de réservation. Deuxième contingent, c'est le contingent préfectoral qui, depuis la mise en application de la loi DALO, est conservé, si j'ose dire, par Monsieur le Préfet et par ses services qui attribuent sur la liste des demandeurs qui sont identifiés dans chaque préfecture. Et ensuite intervient les 20% restants qui sont des droits d'attribution de la collectivité, mais droits d'attribution de la collectivité qui se fait à partir d'une commission d'attribution sur la proposition d'au moins 3 candidats, et un seul est retenu évidemment par la commission d'attribution sur un certain nombre de critères, après avoir vérifié que les candidats étaient éligibles. Alors donc tout ça se fait d'un commun accord, c'est ça que vous voulez nous dire, et vous avez beaucoup de demandes? Alors ça ne se fait pas forcément d'un commun accord, c'est chacun qui organise, même si nous avons des contacts avec les différentes structures qui sont amenées à faire des propositions, on essaye effectivement de regarder comment faire des attributions qui soient cohérentes à l'échelle du territoire. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on privilégie, alors non pas les habitants de Louvre, même si c'est quand même une volonté de notre part de dire que
nous construisons des logements à Louvre et à Puiseux, et qu'il faut aussi que les habitants de Louvre et Puiseux qui sont demandeurs puissent être entendus et puissent bénéficier de ces logements sociaux, mais on étend la réflexion sur l'aspect territorial et notamment sur les communes limitrophes qui appartiennent à la communauté d'agglomération. Donc tout ça est un travail compliqué, d'autant que le nombre de demandeurs qui sont enregistrés sur le registre régional sont extrêmement nombreux en ce qui concerne la ville de Louvre. On a identifié un nombre de demandeurs qui citent au moins une fois Louvre comme étant une ville qu'ils souhaitent retenir. Nous sommes à un peu plus de 2200 demandes qui citent au moins une fois. 2200 par an. 2200 à l'heure actuelle, c'est-à-dire en ce moment, qui sont généralement de toute façon. C'est la liste d'attente, vous voulez dire, régulière de Louvre. Inévitablement, le nombre de logements attribués par rapport à la demande est évidemment très nettement inférieur. Alors, quand vous faites partie de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que vous avez souscrit à ces communautés aisément ? Vous étiez content ou comment ça se passe maintenant ? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de cette communauté d'agglomération qui est énorme, Roissy Pays de France ? Oui, c'est une très grosse communauté d'agglomération, 345 000 habitants. 42 communes sur 2 départements. 17 de Seine-et-Marne, ce qui n'était pas un exercice simple que de fédérer des communes du Val d'Oise et des communes de Seine-et-Marne, ce qui pose d'ailleurs d'autres difficultés sur le plan administratif, puisque là on a affaire effectivement à 2 départements différents. Historiquement, la ville de Louvre était à l'origine avec 5 autres communes du territoire à l'origine de la création de la communauté de communes de Roissy Porte de France. Et puis progressivement, un certain nombre d'autres communes ont rejoint cette communauté. Puis ensuite, il y a eu cette décision de regrouper les communes de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France avec la communauté de communes d'agglomération déjà à l'époque de Val de France, puis les 17 communes de la communauté de communes de Seine-et-Marne. C'est un exercice qui est relativement compliqué. C'est en tous les cas la possibilité pour un certain nombre de communes de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de fonctions support à travers les compétences qui ont été allouées à la communauté d'agglomération, de pouvoir à la fois bénéficier du soutien de cette communauté, que ce soit sur un plan administratif, technique ou budgétaire. Oui, parce qu'il faut bien avouer que vous, comme on dit, les maires ruraux, et vous revendiquez ce titre d'ailleurs, vous êtes plutôt des hommes qui font tout, enfin des hommes ou des femmes, vous faites tout, vous n'avez pas beaucoup de personnel au départ. Alors, quand on commence à arriver à une... Je parle au niveau administratif, bien sûr. Une commune comme celle de Louvre qui flirtait avec les 10 000 habitants, là pour le coup nous sommes réellement structurés, c'est-à-dire que nous avons les services qui existent. Aujourd'hui notre enjeu et notre travail c'est de se doter d'autres services, de structurer les services pour répondre aux besoins des nouveaux habitants, puisqu'on ne gère pas une commune de 10 000 habitants comme on en gère une de 20 000. Oui, mais donc, vous allez engager des dépenses supplémentaires. Alors on va forcément, évidemment, devoir notamment créer des postes pour répondre à la problématique et à la demande, quelle que soit la demande. C'est vrai pour le scolaire, c'est vrai pour l'enfance, pour la petite enfance, pour l'urbanisme. Tout ça demande à ce qu'on se structure autrement. Mais nous ne sommes pas tout à fait quand même dans la même situation que les petites communes rurales, où là les services sont effectivement moins nombreux et qu'il y a un certain nombre de tâches qui reviennent directement aux élus, qui sont amenés à être vraiment désopérationnels. Avec, qui plus est, quand même, de plus en plus de transferts de compétences de l'État vers les collectivités, ce qui fait qu'on est parfois un petit peu perdu pour répondre. On ne peut pas tout faire, c'est ça que vous voulez dire. On a du mal à tout faire, et puis inévitablement, voilà, les élus sont des élus. Généralement, ils ont chacun leur domaine de connaissances.
mais il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément toujours maîtrisés par les élus. C'est la nécessité de pouvoir s'appuyer sur des services. Alors donc c'est pour ça que du coup la communauté d'agglomération ou de communes rend service malgré tout. Alors bien sûr, la communauté d'agglomération rend service. Elle est là en soutien sur le plan budgétaire. Elle a repris à travers ses compétences un certain nombre de choses que nous aurions du mal à maintenir en place. Je prends simplement l'exemple de la piscine. Il est clair que si la communauté d'agglomération n'avait pas repris la compétence sur les piscines, en tous les cas, celle de la ville de Louvre serait fermée parce que nous n'aurions pas la capacité budgétaire de maintenir ce service. Alors au niveau des moyens de mise en commun, notamment je pense à des choses, donc vous avez parlé de la piscine donc sportive ou culturelle, est-ce qu'on arrive maintenant à pouvoir faire des offres aux habitants en commun ou est-ce que chaque maire continue toujours à vouloir tel équipement ou tel autre équipement? Alors de plus en plus, il y a une réflexion qui se fait sur la base d'une réflexion territoriale, c'est-à-dire qu'il y a nécessité de pouvoir réfléchir collectivement sur l'offre de services et faire en sorte qu'on puisse apporter un plus à nos habitants. Il reste des sujets qui demeureront de toute façon pour des raisons diverses et variées, mais qui resteront toujours au sein des communes, puisqu'il y a des sujets qui demandent ou qui sont traités directement par les communes. Donc pour vous, en fait, la fonction de maire n'est pas appelée à disparaître, contrairement à ce qui avait été évoqué il y a quelques années, je me souviens. Je ne crois pas que la fonction de maire soit amenée à disparaître. Je crois que... Est-ce qu'on parlait de fusion de communes? C'est pour ça que les communautés avaient été créées au départ. Il n'est pas non plus interdit de réfléchir à la question de fusion de communes. À l'échelle d'un territoire, il y a des situations qui semblent relativement pertinentes. Mais pour autant, je crois que les conseils municipaux, les élus au sein des conseils municipaux resteront parce que c'est avant tout le premier lien qu'ont les habitants avec une administration. Et notre travail au quotidien, c'est d'être au contact des habitants, de recueillir leurs demandes, recueillir leurs critiques, parfois leurs félicitations. C'est plus agréable quand même. Mais c'est plus rare. Nous sommes les premiers à avoir ce contact. Quand on évoquait tout à l'heure la question, par exemple, du logement, c'est un sujet majeur, c'est un sujet central pour lequel on est beaucoup sollicité. On est aussi beaucoup sollicité pour des questions d'emploi. On est beaucoup sollicité sur les questions scolaires, de crèches, et puis de services qui soient sportifs ou culturels. On a donc cette obligation d'apporter des réponses, même sur des sujets qui parfois échappent un peu à notre propre compétence. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, autre question, puisqu'on parlait du logement et donc le transport. En Ile-de-France, on a un petit peu de mal à se faire entendre sur des transports de qualité et dignes de ce nom. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet. Est-ce que vous faites partie de l'Union des maires? Est-ce que les maires sont assez unis pour se faire entendre? Je crois que de plus en plus, la voix des élus locaux est amenée à se faire entendre. Vous évoquiez la question du transport, c'est un sujet évidemment majeur pour lequel nous sommes aussi beaucoup sollicités, surtout lorsqu'il s'agit d'une ligne RER comme celle qui concerne la ville de Louvre, puisqu'il y a une gare à Louvre qui est aussi une gare de rabattement. On parlait du territoire, c'est une gare de rabattement pour les habitants des communes limitrophes, et sur une qualité de desserte du RERD qui n'est pas reconnue comme étant la meilleure du réseau transilien, loin s'en faut, et qui pose quand même de grosses difficultés, surtout lorsqu'on est sur la partie la plus au nord de la ligne. On voit une différence de traitement.
entre la partie sud ou la partie centrale du réseau. Lorsqu'on est, nous, situés tout à fait au nord, les difficultés sont encore plus importantes. Et nous espérons justement que la réalisation de cet écoquartier avec nos amis de Puiseux permettra aussi d'apporter une réponse, puisqu'il n'est pas suffisant de se dire qu'on apporte des habitants, encore faut-il qu'on leur permette de se rendre sur leur lieu de travail, et il va bien falloir que les réseaux soient calibrés pour répondre à cette problématique-là. C'est un secret pour personne de dire qu'on est de plus en plus confronté à des difficultés de circulation. Il y a de plus en plus de véhicules, des réseaux de transport en commun qui sont un peu défaillants. Qui sont saturés et défaillants. Qui ne sont pas forcément, en tous les cas, réfléchis ou calibrés pour déjà la situation actuelle et encore pas pour la situation de demain. Il y a donc un effort collectif à réaliser pour répondre à ces attentes et à permettre aux gens de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail en essayant de privilégier les transports en commun et d'abandonner les voitures particulières qui par ailleurs posent beaucoup d'autres problèmes et notamment de stationnement. Du stationnement. Donc là, quand vous allez construire, vous allez être obligé de faire des places de parking. Alors, là encore, la difficulté, c'est que lorsque vous êtes situé dans un rayon de 500 mètres autour d'une gare dont la qualité de desserte est suffisante, le législateur, à travers la loi Mandon dite de simplification de la vie des entreprises, a modifié les règles de stationnement et impose maintenant la réalisation de 0,5 places de stationnement pour les logements sociaux et une place pour les logements en accession. Ah bon, même pas une place complète, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'il faudra couper une voiture en deux. Ah bon, il faut couper la voiture en deux. Que les locataires s'accordent pour savoir qui aura une voiture ou pas. Et puis une place pour les autres logements en accession, nonobstant les règles du PLU. C'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, nous avons des obligations, une règle du PLU qui fixe le nombre de places de stationnement à 1,5 place jusqu'aux appartements de type T2 et 2 places au-dessus. Là, c'est une place pour tout le monde. Alors, la raison évoquée, c'est d'essayer de diminuer le coût de construction et de rendre l'accès au logement plus facile. La réalité, c'est que sur le terrain, on est confronté à cette difficulté majeure de pouvoir loger toutes les voitures, puisque celles qui ne seront pas garées sur l'espace privé seront forcément garées sur l'espace public. Donc on vous a bien compris, donc non seulement les transports sont défaillants, comme vous avez dit, mais en plus on n'aura même plus le droit de se garer en bas de chez soi, il n'y aura plus de place de parking, merci. Donc je suppose que là vous avez un énorme combat à mener au niveau de l'Union des maires pour améliorer nos transports et notre mobilité. Oui, encore je pourrais vous en raconter beaucoup plus. Bon. On va faire une pause musicale, parce que sinon on va tous rigoler, je crois. Donc on va faire une nouvelle pause musicale avec Kyle Eastwood. Si vous avez trop chaud, vous pouvez enlever votre Non, ça va, merci. Ça va? Bon. Francky m'a dit qu'on avait Non, mais c'est vrai, mais j'ai le droit, vous pouvez la porter, je peux Mais le dis non. Oh. Du coup, j'ai laissé sur le petit rebord devant la radio. Parfait. C'est juste sur le petit rebord là. C'est tout, c'était juste une gorgée. Alors, ensuite, il est 34. Je propose qu'on parle un petit peu peut-être de la place de l'agriculture, sauf si vous voulez ajouter quelque chose au niveau de la gestion de la ville, du budget, si vous avez un message à faire passer. L'aspect financier, peut-être. Sur la baisse de la dotation. Oui, on peut dire un petit mot sur la baisse des dotations. Sur moi, c'était sur la baisse. Depuis 5 ans, moins 36% dans toutes en moyenne. Moi, c'était sur moi, je trouvais que les deux ensemble, c'était pas mal. La future baisse de la taxe d'habitation et la baisse des dotations. Comment vous allez faire? Puisqu'en même temps, vous dites que vous avez besoin de personnel, c'est normal. Il faut bien plus de personnes à l'urbanisme. Et après, donc, autre sujet, c'est peut-être la place de l'agriculture en France, comme on l'avait évoqué hier au téléphone. Je ne vais pas poser toutes les questions parce que David Brexel est arrivé. Donc voici David Brexel. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On va reprendre.
va dans 2 minutes. Vous voyez combien de minutes nous prend? Oh non, un peu moins parce que là, Ok. il est déjà 35. On y va. Ouais, c'était Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood, et oui, qui est joueur de jazz, joueur de contrebasse, et avec son titre La Nubia, que vous découvrirez d'ailleurs au Festival de Jazz à Enghien. Alors nous sommes en compagnie toujours de Jean-Marie Fossier et de David Brexel. Jean-Marie Fossier est maire de Louvres, David Brexel représente Villogia. Jean-Marie Fossier, une dernière question au niveau de la gestion d'une commune. Avec la future baisse suppression même de la taxe d'habitation et la baisse des dotations de l'État, vous nous dites avoir besoin de plus de personnes, par exemple, pour gérer l'urbanisme, c'est bien normal. Comment allez-vous faire? C'est une bonne question. Nous sommes dans l'expectative complète. Ce que nous constatons, c'est depuis plusieurs années une baisse régulière, progressive des dotations de l'État. Avec même parfois des compétences nouvelles qui nous sont attribuées, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire plus avec moins de moyens. On nous demande aussi de faire des efforts sur notre propre gestion, ce que nous faisons depuis longtemps. On n'a évidemment pas attendu qu'on nous conseille de le faire pour le faire. J'ajoute quand même que les collectivités locales ont l'obligation de présenter des budgets sincères, véritables et équilibrés, ce qu'évidemment l'État ne fait pas depuis un peu plus de 30 ans. Il faut donc trouver des solutions en interne et essayer de se projeter sur l'avenir avec une question centrale, c'est évidemment la suppression de cette taxe d'habitation, savoir comment et dans quelles conditions elle sera compensée. Il est annoncé qu'elle sera compensée intégralement. Je veux bien le croire, je l'espère. En tous les cas, le sujet est quand même extrêmement difficile. Vous avez des doutes? Je n'ai pas forcément de doute, mais je suis inquiet. Je suis inquiet parce que aujourd'hui, il nous manque quand même des éléments qui nous permettent justement de nous projeter. La construction d'un budget se prépare longtemps en avance sur la base de recettes qui sont Espérées, connues. bien sûr, et connues. Et pas que la règle du jeu change en cours de route. Alors la taxe d'habitation chez vous, dans votre budget, ça représente combien de pourcents? Alors sur la part de taxes d'habitation sur la commune, en tout le bloc recette impôt taxe, c'est un peu plus de 8,5 millions d'euros sur un budget de 13 millions d'euros. Alors c'est évidemment les différents postes. On a quand même déjà sur la commune près de 50% des foyers qui sont non imposables. Avec un revenu fiscal moyen par foyer qui est relativement faible. C'est-à-dire il a d'un petit peu plus de 26 000 euros contre une moyenne départementale à 30 000 et une moyenne régionale à 33 000. Donc en fait c'est le SMIC. C'est un petit pour peu un plus. revenu mensuel Oui, c'est ça, correspondant au SMIC, vous voulez dire. Un petit peu plus que ça. Oui. Donc ils sont déjà non imposables. Ils sont pour la moitié non imposables. Autre sujet avec vous, puisque vous êtes un agriculteur céréalier, comme on dit, quelle est la place pour vous de l'agriculture en France quand on voit tout ce qui vient de se passer, notamment, je pense au colza importé d'Indonésie, je pense à tout ce qu'on réfléchit entre le glyphosate, les pesticides, le bio, le faux bio, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les jeunes agriculteurs, combien de jeunes sont prêts à reprendre une exploitation agricole? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer de les reprendre. On va faire court. Le sentiment général aujourd'hui, c'est de la part des agriculteurs l'impression d'être malmenés, d'être pointés du doigt et de ne pas avoir de réponse à leurs questions, et notamment sur le rôle, sur la place qu'est la leur dans la société. Le métier d'agriculteur, il devient de moins en moins attractif et il est tellement devenu de moins en moins attractif qu'on a une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on est dans une région extrêmement favorable. Avec des terres très fertiles, vous voulez dire ? On est dans la meilleure ferme de France, parce que les terres sont de qualité, parce que le climat est favorable, même si on ressent les effets de ces modifications climatiques
avec des séquences très marquées d'excès, que ce soit sans pluie ou de sécheresse ou au contraire de fortes précipitations. Malgré tout, on est dans la meilleure ferme de France et malgré tout, on a du mal à installer des jeunes agriculteurs. On continue à en installer, heureusement, parce qu'il y en a encore qui croient vraiment à leur avenir. Mais aujourd'hui, on est sur la base d'une installation d'un jeune agriculteur pour 6 départs à la retraite. Donc c'est peu de volontaires pour reprendre. Il faut dire que c'est très contraignant comme métier. Alors il y a peu de volontaires. C'est contraignant, oui, mais tous les métiers ont leurs propres contraintes. Voilà, nous avons quand même cette chance quand même de pouvoir exercer un métier d'abord que généralement on a choisi et qui nous offre quand même des plages de liberté, puisque j'allais dire que le seul décideur, c'est le climat. Hein. C'est lui qui nous impose nos journées de travail, qu'il faut parfois allonger parce que pendant plusieurs jours, il y a eu de la pluie ou il y a eu des événements climatiques particuliers. Donc un métier qui est généralement un métier passion, qui se transmet de façon générale de génération en génération. Mais aujourd'hui, une profession chahutée, malmenée, qui a du mal à comprendre un certain nombre de décisions. Vous évoquiez la question d'importation, alors non pas de colza, d'olive, mais d'huile de palme, pour venir faire fonctionner un certain nombre de raffineries françaises, alors que les producteurs français de colza sont prêts et sont tout à fait disposés à alimenter ces usines. Et là, il y a une espèce d'incompréhension sur le fait de pouvoir faire venir de l'huile de palme de pays tiers. L'huile de palme qui est, chacun le sait, à l'origine quand même d'un vaste mouvement de déforestation des forêts tropicales, alors qu'on est potentiellement fournisseur d'énergie et qu'on peut la fournir avec une traçabilité particulière, puisqu'aujourd'hui on produit du colza dit durable avec des critères de durabilité sur lesquels on s'engage. Je ne suis pas certain que les huiles de palme répondent aux mêmes critères de durabilité. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un revenu minimum, finalement, pour les agriculteurs? Est-ce que c'est ça l'avenir? La question du revenu, elle est essentielle. Hein. Vous avez, comme moi, entendu ou lu dans la presse que il y a un certain nombre d'agriculteurs qui vivent avec moins de 350 € par mois. Alors ça cache évidemment tout un tas de disparités entre les régions, entre les productions. Ça dépend. C'est très variable aussi d'une année sur l'autre. Hein. La particularité de notre métier, c'est que nous ne connaissons rien de nos recettes. Dans notre compte de résultats, la ligne produit, elle est constituée de deux composantes qui sont le volume multiplié par le prix. Or, nous ne maîtrisons ni le volume ni le prix. Le volume, il dépend des conditions climatiques, donc il peut être extrêmement aléatoire. On a notamment à l'exemple l'année 2016 où on a produit 40% de blé en moins à l'hectare que sur la moyenne décennale. On est donc très exposé. On travaille sur du vivant et qui est confronté à la réalité du climat. Donc l'aspect produit-volume qu'on ne connaît pas et l'aspect prix qu'on ne connaît pas non plus, puisque les prix s'expriment sur le marché mondial et sont là aussi extrêmement dépendants de la réalité de la situation des cultures sur l'ensemble des autres pays de producteurs, sachant que ce qui complique évidemment les choses, c'est que ayant deux hémisphères, il y a un moment où on récolte dans un hémisphère alors qu'on est en train de semer dans l'autre. Et donc inversement, ça veut dire que les situations peuvent être extrêmement mutables. Et le prix se fait sur le plan mondial. Donc cette équation est compliquée.
pas de connaissance du volume et pas de connaissance du prix, c'est pas facile pour faire des simulations. Merci Jean-Marie Fossier, vous reviendrez nous en parler si vous voulez bien une autre fois dès que ça sera un petit peu évolué. On va écouter l'actualité et on vous réinvitera sur ce sujet bien volontiers. David Brixel, vous êtes chargé des relations institutionnelles du Villeggia. Alors, quel est le métier d'un bailleur social finalement? Le métier d'un bailleur social, c'est de loger des gens sur un critère de revenus, donc qui ont des revenus modestes. C'est aussi de construire du logement social. Et pour Villeggia, c'est d'être un véritable partenaire des villes et de travailler aussi sur l'aménagement, sur l'urbanisme et d'être apporteur de solutions et d'innovations. Alors, est-ce que c'est vous également est-ce que vous faites partie de la commission qui décide qui va venir habiter dans tel immeuble à tel endroit? Comment ça se passe? Moi, je ne participe pas à cette commission. Moi, je suis en relation avec les élus locaux, beaucoup, et un peu moins, mais en ce moment avec les élus nationaux, avec les parlementaires, parce que l'actualité législative est très active en ce moment. Voilà, vous parlez de la loi Elan, puisque vous avez été vous avez rencontré les parlementaires et les collaborateurs ministériels en vue de cette fameuse loi qui a été votée le mois dernier, donc Oui. tout récemment. Et puis vous êtes également signataire de la convention de partenariat. Alors là, c'est spécifique au Val d'Oise. C'est une convention entre l'État et le procureur de la République et vous, les bailleurs sociaux. L'État veut également que les communes signent cette convention. C'est pour mettre de l'ordre en fait dans les habitations. Mais on vous demande, on vous demande en fait de clôturer ces habitations, de mettre des vidéosurveillances et puis de dénoncer, on va dire, les familles à problème pour les faire partir et les loger ailleurs. C'est bien ça? Ça va dans ce sens-là. En fait, on met noir sur blanc un certain nombre de choses qui existent déjà. On nous demande par exemple de faire respecter le règlement intérieur. Ça peut paraître évident, c'est parfois assez compliqué à faire. Le mérite de cette convention, c'est qu'elle permet d'établir un véritable partenariat qu'on a parfois du mal à faire vivre. Cette fois, on a des échanges d'informations avec la police, avec le procureur, et c'est ce qui va nous permettre, à nous bailleurs, et ça sera très intéressant que les villes soient signataires parce que ça leur apporterait beaucoup d'éléments. Ça va nous permettre d'avoir des moyens un peu plus contraignants. Aujourd'hui, un locataire qui fait du bruit, un locataire qui nuit au bon... Qui nuit à la sécurité et comment dire, à la bonne vie à l'entourage. Au-delà, c'est à la vie quotidienne. On peut lui faire un courrier pour lui dire que c'est pas bien. Si vous voulez aller jusqu'au bout de la procédure et faire rompre son bail pour ces raisons-là, ça devient très compliqué. Actuellement, vous dites c'est très compliqué, mais grâce à cette convention, ça va être plus simple. Voilà, grâce à cette convention, on va pouvoir échanger les informations que nous avons en tant que bailleurs, donc les plaintes d'éventuels locataires, les constats faits sur place, des images de vidéoprotection quand il y en a, et des éléments de la police, des éventuelles mains courantes, les plaintes, et constituer comme ça un dossier sur une personne, et dans le cas où il serait avéré qu'il est à l'origine des troubles, engager de vraies actions contraignantes, donc rompre un contrat, rompre le bail, l'expulser de son logement si cela devient nécessaire. Oui, mais alors là, ça veut dire que vous, bailleurs sociaux, vous allez être obligé de nommer quelqu'un qui va être délégué dans chaque immeuble. Mais je vois pas trop comment un voisin pourrait dénoncer un autre voisin. À mon avis, il aura trop peur des représailles. Alors ça dépend où ça arrive. On a des situations comme ça où un voisin se plaint de son voisin. On arrive à faire de la conciliation et à rétablir des situations et à permettre que la vie d'un immeuble s'apaise. Il y aura des situations plus compliquées où, en effet, dans certains quartiers, on ne parle pas parce qu'on a peur des représailles. Dans ce cas-là, le fait d'avoir accès aux documents de la police, ça va nous permettre d'alimenter notre dossier. D'accord. Quand, en effet, vous entendez une personne dans l'immeuble dit à son gardien qu'il se passe telle ou telle chose, qu'il y a tel ou tel délit, et qu'il n'ira pas voir la police parce qu'il a peur des représailles, nous, ça nous permettra, grâce à cette convention, d'aller voir la police, de faire des échanges d'informations et de pouvoir alimenter le dossier, donc sans forcément appliquer les locataires personnellement. Donc finalement, vous dites que c'est une bonne initiative
puisque le Val d'Oise est en test sur cette opération. C'est une bonne initiative et donc il faut que les maires et les autres bailleurs sociaux signent cette convention. Oui, il faut que ça se fasse dans les autres départements. Dans d'autres départements, on a déjà ce genre de relation de manière totalement informelle parce que c'est devenu nécessaire. Que là, ce soit formalisé, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup David Brexel. On va faire une toute petite pause musicale et on revient tout de suite pour la suite de notre programme. Qu'est-ce que vous voulez parler encore d'autre chose sur Villagia? Comme vous voulez, vous avez encore une bonne petite minute si vous voulez peut-être dire vos programmes en cours où vous êtes installés. Excusez-moi, une question pertinente et peut-être essentielle pour les Valdoisiens. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la patinoire de Deuil-la-Barre? Ah bah là, on n'est pas dans le sujet. Hein. Si, mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a réagi par rapport à ça, qui voulait savoir... C'est une question d'un auditeur? Oui, tout à fait. Mais monsieur n'est pas maire de Deuil-la-Barre, il ne peut pas répondre. Et parce que comme vous parliez des complexes sportifs, je crois, il a écouté et donc il voulait savoir qu'est-ce que le Val d'Oise va faire pour... C'est en cours de réflexion, mais pour l'instant, le budget n'est pas... Le budget n'est pas clos pour la patinoire. Elle va être rénovée. De toute façon, la patinoire elle va rester fermée encore quelques années. Hein. Non? Quelques mois. Oui, on va dire. quelques mois. Mais je crois qu'il y a un rapport. C'est pas Philippe qui fait un rapport là-dessus? C'est la mère de Deuil et puis si, Philippe sans doute. Mais pour l'instant, le budget n'est pas encore complètement clos. Parce que ça coûte très cher. C'est une compétence de l'aglo, c'est une compétence de l'aglo qui a été reprise. C'est ce qu'expliquait Jean-Marie par rapport aux piscines. Mais pour l'instant, pour des raisons sanitaires et des raisons techniques, c'est fermé. Voilà. Mais moi, je ne sais pas en dire. Si, moi je sais, elle nous l'a expliqué. Elle est venue il y a déjà 2 mois nous expliquer la mère de Deuil. Elle est venue en février. Oui, c'est vrai. Oui, mais février, c'est... non, mais c'est loin. Voilà. C'est pour ça qu'il faut laisser les... Allez, on y retourne parce qu'on n'a pas le temps. Déjà? Je suis pas bon en calcul. Non, c'était 4 mois. Bon, vous battez pas. 2, 3 mois. Ça dépend si c'est le bon entamé. C'était en 2018, un certain temps. Si c'était le bon entamé ou pas. Oui. Les Sister Sledge, we are family. Festival du jazz à Enghien. C'est ça. Non? Allez, on y va parce qu'il reste peu de temps pour les chroniqueurs. Nous voici de retour sur IDFM. Vous venez d'entendre Sister Sledge au bar de l'économie. Sister Sledge se produira à Enghien lors du festival de jazz du 4 au 8 juillet le mois prochain. Donc, David Brexel, alors juste, où est installé Villagia en Ile-de-France notamment? Donc, quels sont vos départements phares, on va dire? Donc, le Val d'Oise, on a compris. Le Val d'Oise, nous avons un beau patrimoine, le 93, la Seine-Saint-Denis. Et dans le sud de l'Île-de-France, dans l'Essonne. Et en fait, nous sommes présents dans tous les départements, y compris dans Paris, mais avec une présence particulière dans ces 3 départements. Voilà, donc si un élu veut vous joindre, eh bien c'est vous, David Brexel, qui êtes le chargé des relations institutionnelles avec les élus. Merci de votre présence aujourd'hui sur IDFM. Alors un auditeur nous demande où en est la patinoire de Deuil. Eh bien, la maire de Deuil était venue nous l'expliquer au mois de février. Elle est fermée car elle ne peut pas être utilisée pour des manquements graves, je crois, à la toiture. Et ils sont en train d'essayer de clore le budget parce que ça coûte très cher de rénover une patinoire. Mais le projet n'est pas abandonné, non. C'est en cours de trouver les financements adéquats pour tout rénover. Alors, tout de suite, on va partir à la chronique du jour. C'est la chronique de Bruno, la chronique cuisine, un secret aujourd'hui. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, les beaux jours s'installent. Enfin presque, aujourd'hui c'est pas top, mais apparemment le week-end s'annonce magnifique. C'est donc le moment des plats bien de saison. Aujourd'hui, je vous propose un navara d'agneau aux petits légumes. J'adore faire cette recette et ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai eu droit à des standing ovations à chaque fois que je l'ai fait. Vous trouvez que j'exagère, Florence? Ouais. Un petit peu. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Toutefois, je me permets d'insister, mes invités ont été complets. Écoutez, ça ne fait pas de mal de se faire plaisir de temps en temps. Oui, j'adore cette recette car quand vous allez sur les marchés, vous pouvez voir chez les marchands de légumes plein de beaux produits dont on va se servir. Alors, c'est une recette pour 6 personnes. Il vous faut donc 1,2 kg d'épaule d'agneau désossée. Vous pouvez la commander à votre boucher, c'est le plus simple. 500 g de petites pommes de terre nouvelles, 500 g de navets nouveaux, c'est une merveille actuellement, une botte de carottes nouvelles, 200 g d'oignons grelots, 200 g de pois gourmands, 300 g de fèves écossais, 3 artichauts poivrades, vous savez les petits artichauts qu'on trouve sur les marchés,
2 oignons, 1 cuillère à soupe de farine, un bouquet garni, quelques feuilles d'estragon, de la ciboulette, du cerfeuil, du persil plat, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate, une tablette de bouillon de légumes, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel et du poivre, bien entendu. On fonce en cuisine. Petite précision, vous devez prévoir 40 minutes de préparation et 1 heure de cuisson. Vous coupez la viande en cubes, vous pouvez même demander à votre boucher de le faire. Vous faites revenir doucement les oignons émincés dans une cocotte avec l'huile. Dès qu'ils sont translucides, vous les retirez et vous mettez à leur place les morceaux de viande, puis vous saupoudrez de farine et vous mouillez avec 50 centilitres d'eau, en fait à fleur de viande. Vous ajoutez le concentré de tomate, la tablette et le bouquet garni, vous salez et poivrez, vous couvrez, vous laissez mijoter pendant 30 minutes environ. Pendant ce temps-là, vous pelez et lavez les pommes de terre, les carottes, les oignons, grelots et les navets. Vous coupez les légumes en tronçons, même s'ils sont trop gros. Vous cassez la tige des artichauts à la main et vous les coupez en 2 dans le sens de la longueur. Puis vous égouttez les pois gourmands. Après 30 minutes de cuisson de la viande, vous ajoutez les légumes dans la cocotte, sauf les pois gourmands et les fèves. Vous mélangez doucement, vous couvrez et vous poursuivez la cuisson durant 15 minutes. Passé ce temps, normalement, ça doit commencer à sentir bon dans votre cuisine. Vous ajoutez les pois gourmands et les petites fèves écossais. Vous laissez cuire encore une quinzaine de minutes à feu doux. Vous rectifiez l'assaisonnement et ajoutez les herbes ciselées. Ça va sentir encore meilleur. Là, vous vérifiez la cuisson des légumes avant de disposer votre navarin dans un grand plat de service préchauffé. Vous servez avec un vin de Loire, un chinon par exemple, à boire avec modération naturellement. Là, je vous entends déjà dire, oh là là, c'est compliqué, je ne vais pas y arriver. Pas du tout. C'est vrai, il y a un peu de travail de plus, mais vraiment rien de compliqué, je vous l'assure. Ça vaut vraiment la peine. Et vous allez pouvoir vous faire des compliments à vous-même. Vous allez voir comme c'est agréable. Bonne cuisine, bon appétit, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Bruno. Jean-Marie Fossier, je rappelle que vous êtes maire de Loue. Vous avez été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre présence. Alors vous hochez la tête, je suis sûre que vous êtes un très bon cuisinier. Pas du tout, non, absolument pas. David Bruxelles, merci également pour votre présence. Chers auditeurs, on vous retrouve dès demain. Dès demain, on parlera mécénat et fiscalité avec la société GFI avec 2 experts comptables. Bonne journée à tous et bonne fête de la musique. Merci.